La communication que vous allez écouter a été prononcée par Madame Apolline Pierson, coordinatrice de l'équipe Voice pour la connexion des survivantes au sein de la fondation du docteur Denis Mukwege. Il s'agit de la quatrième communication de la table ronde intitulée Faire face aux facteurs de violence sexuelle liés au conflit, approche centrée sur les survivants en matière de justice, de réparation et de soutien. Cette table ronde a été organisée conjointement par Université Côte d'Azur, Bibliothèques sans frontières, le Bureau de la représentante spéciale des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit et la Ville de Paris. Elle s'est tenue à l'Hôtel de Ville de Paris le 27 novembre 2025. Je suis là pour représenter la fondation du docteur Denis Mukwege. Je pense qu'il se passe d'introduction pour beaucoup d'entre vous, mais pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas, docteur Mukwege est un gynécologue de la République démocratique du Congo qui a dédié sa vie à soigner les survivantes de violences sexuelles dans son pays et qui a fondé l'hôpital Panzi à Bukavu. Dr Mukwege n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il sera représenté cet après-midi dans un message vidéo qui s'adressera à tout le monde. La Fondation Mukwege a pour but de changer la réponse aux violences sexuelles en temps de conflit, et on fait ça au travers de 3 stratégies qu'on appelle interconnectées. La première, c'est de faciliter l'accès aux soins holistiques. Ce qu'on veut dire par soins holistiques, c'est du coup un accès à des soins médicaux, psychologiques, une assistance juridique, ainsi qu'une assistance socio-économique au sein d'un seul et même endroit. La deuxième stratégie, c'est celle qu'on appelle Voice, dont je suis la responsable, qui vise à connecter les survivantes et à amplifier leur voix. J'en parlerai un petit peu plus dans un deuxième temps. Et la troisième, c'est le plaidoyer pour la justice et la responsabilité notamment des États. Au cœur de notre approche, on se concentre sur les survivantes et on suit un slogan qui est le slogan de SEMA, du Réseau mondial des survivantes, rien sur nous sans nous. Comme le dit Tatiana Moncanire, qui est une survivante et activiste congolaise avec laquelle j'ai étroitement travaillé, on ne travaille pas pour les survivantes, mais avec les survivantes. Il est tellement important que leur voix soit entendue. Les survivantes ne sont souvent pas consultées, alors que personne ne connaît mieux qu'elles leur douleur. Je vais parler maintenant un petit peu plus du programme Voice. Au cœur de ce programme-là, il y a un constat qui est simple, c'est que les survivantes de violences sexuelles vivent vraiment une double peine. À la fois, elles ont vécu la violence sexuelle dans leur chair, mais on sait qu'elles sont aussi victimes de stigmatisation par la société. Parfois, elles sont rejetées par leur famille, par leur communauté tout entière. Souvent, le silence est la seule réponse pour se protéger. Malheureusement, ce silence veut aussi dire qu'elles n'ont pas accès aux soins essentiels pour se reconstruire et que les auteurs restent impunis, ce qui nourrit un cycle d'impunité derrière. Ce qu'on essaie de faire avec le programme de Voice, c'est de mettre les survivantes en réseau, parce qu'on sait que c'est très difficile de parler seul, que c'est plus facile si on est entouré, afin qu'on puisse amplifier leur voix et les encourager à briser le silence selon leurs propres termes. Aujourd'hui, SEMA, le réseau mondial des victimes et survivantes de violences sexuelles en temps de conflit, réunit des membres de 28 pays du monde, partout dans le monde, sur tous les continents, et est ancré dans 16 réseaux nationaux de survivantes que nous soutenons directement dans plus de 12 pays aujourd'hui. Tout ensemble, ça représente plus de 5000 survivantes et survivants de violences sexuelles en temps de conflit avec lesquels on peut parler, communiquer, comprendre quels sont leurs besoins. Chaque réseau est unique, chaque contexte est unique. Il y a des pays dans lesquels c'est plus facile de parler, d'autres où c'est impossible de le faire. Ceci dit, ce qu'on retrouve vraiment au cœur de tous ces réseaux, c'est la volonté de briser le silence, de lutter contre la stigmatisation et au final de transférer la responsabilité des victimes aux auteurs, là où elle devrait être. Ces réseaux, ils soutiennent ce processus en créant des espaces sûrs au sein desquels les survivantes et survivants se sentent en capacité de pouvoir se soutenir et parler. Mais aussi mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation au sein de leur communauté
et plaider pour leurs droits. Je travaille avec la Fondation Mukwege depuis 2017. J'ai eu la chance de rencontrer des survivantes et des survivants dans de nombreux pays. Ce qu'on voit, c'est que chaque personne est unique, chaque expérience est unique, leurs besoins sont également uniques, mais au centre, au cœur de tout, un désir profond de justice. Ce désir de justice, il est mué par le fait qu'elles veulent que ce qui leur soit arrivé n'arrive à personne d'autre, ni à leur fille, ni à leur mère, ni à leur sœur, ni à qui que ce soit dans leur communauté. Comme le dit Fatema, une survivante Rohingya que j'ai rencontrée à Cox's Bazar dans les camps de réfugiés au Bangladesh, et je cite, « Nous voulons demander au monde de parler en notre faveur, de nous soutenir pour obtenir justice. Nous avons tout perdu dans notre vie, mais nous ne voulons pas que cela se reproduise pour la prochaine génération. » Mais qu'est-ce que la justice ? Et je pense que c'est un point qui est intéressant aussi, c'est que en fait cette justice, elle diffère complètement. La compréhension de la justice diffère complètement d'une victime à l'autre, et les besoins que la justice doit apporter vont aussi différer d'une personne à l'autre. Pour beaucoup des survivantes que j'ai pu rencontrer, il s'agit d'avoir un accès aux soins holistiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander de s'engager dans des poursuites pénales tant qu'elles n'ont pas été réparées physiquement, tant qu'elles n'ont pas eu accès à des soins psychologiques, tant qu'elles n'ont pas un toit au-dessus de leur tête, de la nourriture à donner à leurs enfants, et notamment aux enfants issus du viol. Donc c'est souvent une forme préalable indispensable à toute poursuite pénale. Et c'est une forme de justice, la réhabilitation est une forme de justice en tant que telle. Évidemment, on a parlé ce matin pendant le premier panel, pour beaucoup de survivantes, il s'agit de l'arrestation et la condamnation des auteurs. Toutefois, on sait que ce sont des processus qui sont extrêmement longs, à la fois de documentation et puis après de justice, qui sont très souvent retraumatisants aussi. Et en réalité, c'est assez implacable. Seule une infime minorité des cas arrivent devant un tribunal et encore moins aboutissent à une condamnation. Donc, je pense que c'est aussi important d'être honnête avec les victimes qu'on souhaite assister. Une des formes de justice que j'ai le plus entendue, c'est la volonté de reconnaissance. C'est le fait de vouloir être cru, respecté et reconnu à tous les niveaux. Et ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Typiquement, en Corée du Sud, il y a des monuments commémoratifs qui ont été érigés pour les femmes de réconfort. En RDC, récemment, il y a une journée nationale qui a été aussi érigée pour les victimes de violences sexuelles. En Irak, il y a des leaders religieux le leader religieux yazidi qui a pris position en faveur des victimes de l'État islamique pour les aider à se réinsérer dans leur communauté à leur retour. Tout ça, c'est aussi une forme de justice pour les survivantes. Enfin, on peut parler de réparation. La réparation est très large, elle inclut toutes les formes que j'ai déjà citées, mais aussi les réparations matérielles, qui sont souvent une des formes de justice les plus tangibles pour les survivantes. On sait, ceci dit, que les réparations ont tendance à arriver parfois des décennies après les crimes. On en a parlé aussi ce matin, justement, et ont peut-être moins de sens à ce moment-là, ou pas le même sens, en tout cas. Ça m'amène à un point, c'est que pour moi, le plus important, et pour la Fondation Mukwege, c'est que les survivantes doivent être au centre de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des programmes et processus judiciaires pour qu'ils aient un sens pour ces victimes-là. L'approche centrée sur la survivante, dont a parlé Madame Pramila Patten ce matin aussi, est reconnue aujourd'hui dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais on voit que la mise en œuvre reste quand même inégale aujourd'hui. Le travail qu'on fait avec les réseaux de survivantes au sein de la Fondation Mukwege vise à faciliter son implémentation en donnant accès à un groupe de survivantes qui a reçu des formations sur leurs droits, qui comprend mieux quels sont leurs droits, qui ont un espace sûr pour se soutenir entre elles et surtout qui ont repris confiance et force pour pouvoir s'asseoir à la table où les décisions sont prises qui les concernent. Que ce soit en allant parler avec le chef de quartier, en allant parler avec le chef d'un camp de réfugiés, avec les membres de leur parlement ou avec Antonio Guterres.
c'est aussi, voilà, c'est avoir accès à cet espace qui leur donne la confiance de pouvoir être impliqués dans tout ça. J'aimerais maintenant parler de 3 exemples, un de l'Ukraine, un du Soudan du Sud et un du Népal, sur comment ces réseaux de survivantes peuvent être impliqués directement dans des processus judiciaires. Je vais commencer avec l'Ukraine, avec un réseau qui s'appelle Alumni, qui est le premier réseau d'hommes survivants en Ukraine. On sait qu'en Ukraine, énormément de violences sexuelles ont lieu dans les centres de détention, et donc du coup qu'une grosse majorité une grosse partie en tout cas des victimes sont des hommes et des garçons. On sait aussi que, comme la majorité des victimes restent des femmes dans le monde, il y a peu de projets et de programmes qui sont dédiés aux hommes et qui comprennent réellement les besoins distincts des hommes survivants. Alumni, aujourd'hui, permet de partager justement ces besoins spécifiques des hommes. Alumni a notamment joué un rôle assez important dans le plaidoyer pour la loi Bardina, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, qui est une loi qui donne accès à des réparations intérimaires d'urgence pour les survivantes et survivants de violences sexuelles en Ukraine, et qui est une loi qui est assez extraordinaire dans le sens où c'est la première loi qui donne accès à des réparations alors que le conflit est encore en cours. Alumni a joué un rôle clé pour s'assurer que cette loi réponde aux besoins distincts des hommes en Ukraine également. Un autre exemple, c'est Nosu. Nosu, c'est un réseau de survivantes sud-soudanaises qui vivent en Ouganda dans des camps de réfugiés. Il y a des camps de réfugiés énormes dans le nord de l'Ouganda. Il y a plus de 1 million, je crois, de sud-soudanaises et sud-soudanais qui vivent dans ces camps aujourd'hui. Énormément de victimes de violences sexuelles par milliers. Elles vivent dans des conditions extrêmement précaires, qui ont été d'autant plus précarisées par les coupes budgétaires cette année. On voit que de plus en plus, l'aide est coupée, notamment l'aide alimentaire, ce qui veut dire que beaucoup de ces personnes retournent au Soudan du Sud en prenant des risques sécuritaires énormes et surtout en prenant le risque d'être revictimisées en le faisant. Malgré ces conditions extrêmement difficiles, Nosu aujourd'hui a commencé aussi à accueillir des réfugiés congolaises et soudanaises, en plus de réfugiés sud-soudanaises dans leur réseau. Elle représente à peu près 200-250 personnes et elle les aide, elles s'aident mutuellement à naviguer le système de soins dans les camps de réfugiés. Mais plus impressionnant encore, alors qu'elles sont loin de Djouba, les membres de Nosu, les survivantes qui sont au sein de Nosu, arrivent à être impliquées dans les processus de justice transitionnelle au Sud-Soudan, avec leur réseau sœur de survivantes qui est au Sud-Soudan. Et donc, elles arrivent à participer à des réunions avec des membres du Parlement, des membres du gouvernement, pour s'assurer que les voix des survivantes de violences sexuelles, mais aussi les voix des réfugiés, soient au cœur de ce processus de justice transitionnelle qui, en fait, était essentiel pour une future paix dans ce pays-là. Le dernier exemple que je voulais vous citer aujourd'hui, c'est celui d'Aparajit. Aparajit, ça veut dire les invaincus en népalais. Et c'est donc un réseau de survivantes au Népal. La guerre civile au Népal a fini en 2006. C'était une guerre qui opposait les maoïstes et les royalistes. Pourtant, les survivantes de violences sexuelles ont complètement été oubliées du processus de justice transitionnelle. Il y a un stigma qui est énorme dans la société népalaise. Elles n'ont jamais osé parler. Jusqu'à ce que Devi Katka, qui est donc une survivante népalaise et une femme extraordinaire, décide de rompre le silence et plaide pour la réouverture de la commission Vérité et Justice pour pouvoir accepter les cas de violences sexuelles liés au conflit. Aparajit, donc le réseau, a joué un rôle extraordinaire, c'est-à-dire que des survivantes sont elles-mêmes allées parcourir toutes les provinces du Népal pour parler à d'autres survivantes et elles ont recueilli plus de 3000 témoignages qu'elles ont pu déposer à la commission Justice et Vérité. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il y avait eu des efforts qui ont été faits pour essayer de recueillir la voix des survivantes, mais elles ne venaient pas vers elles. Mais ce qu'on voit, c'est que par contre, c'était plus facile pour une survivante de parler à une autre survivante parce qu'elle savait qu'elle ne serait pas stigmatisée. Ce que tous ces exemples ils illustrent, c'est
le rôle que peuvent jouer et que jouent déjà les survivantes et survivants dans leur pays dans ces processus judiciaires. Au-delà de ce qu'on peut penser classiquement, où on va juste leur demander leur témoignage, etc. J'aimerais conclure avec juste quelques recommandations générales. La première, c'est donc de garantir l'accès aux soins holistiques en priorité. On ne peut pas, et je l'ai dit, j'ai commencé mon intervention là-dessus, mais on ne peut pas espérer avoir un processus judiciaire qui soit centré sur les survivantes tant qu'elles n'ont pas eu accès à des soins. C'est impossible. Pourtant, trop souvent, dans trop de pays, on voit qu'il y a des organisations qui arrivent sur le terrain et qui vont chercher, qui vont faire de la documentation et qui ne sont pas en mesure de référer les survivantes ni d'apporter ces soins eux-mêmes directement. C'est le cas typiquement au Myanmar, où on voit énormément de documentation de crimes et assez peu de services qui sont donnés aussi parce que c'est un contexte qui est extrêmement difficile. Ma deuxième recommandation, ça serait de commencer tout processus par demander aux victimes ce que la justice veut dire pour elles. Parce que ça dépend complètement des victimes et ça dépend complètement du contexte également. Et du coup, de les intégrer dans la conception et l'implémentation de ces programmes. Les 3 exemples que je vous ai donnés montrent que c'est possible, même si c'est pas toujours facile. Mais c'est possible et surtout, c'est souhaitable. La 3e recommandation, c'est de gérer les attentes des victimes. Moi, du coup, j'ai travaillé avec beaucoup de survivantes et survivants dans le monde entier. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont des attentes extrêmement élevées, surtout sur la justice internationale, alors qu'on sait que c'est des procédures qui sont extrêmement longues, qui vont pas toujours aboutir. Et donc, c'est vraiment important de, quand on va recueillir le témoignage d'une victime, d'être vraiment complètement transparent et honnête avec elle, de suivre le code Mourad notamment, et d'apporter un suivi également. C'est-à-dire que trop souvent, les organisations, les enquêteurs viennent, posent les questions et en fait, ils ne donnent jamais suite. Et ça ne veut pas dire que tout s'est arrêté, mais ça veut dire que peut-être ça va prendre 10 ans avant qu'il se passe quelque chose. Sauf qu'en fait, du coup, la survivante ou le survivant, il n'a aucune nouvelle de ce qui s'est passé avec son témoignage. Et ce que ça fait au final, c'est que ça rompt la confiance entre les survivantes et les organisations qui sont là pour les aider. Ma 4e recommandation, c'est vraiment de se forcer à être inclusif, c'est-à-dire de se forcer à aller au-delà des victimes qui sont peut-être celles qui sont les plus facilement accessibles, d'aller chercher les hommes, d'aller chercher les réfugiés, d'aller dans les zones reculées aussi. Et la 5e recommandation, et c'est quelque chose qui personnellement je trouve très important parce qu'on ne voit pas assez souvent, c'est que adopter une approche centrée sur la survivante nécessite de la budgétiser. C'est-à-dire que la participation effective des victimes doit être budgétisée. On doit budgétiser l'interprétation, la traduction, le soutien psychologique, la compensation aux victimes quand on les invite en tant qu'expertes. Tout ça, ça a un coût et il faut y penser parce que si on y pense juste après quand on a déjà commencé l'implémentation des programmes, c'est pas fait de manière éthique ni responsable. Je vais conclure avec une dernière citation d'une survivante yazidi en Irak qui nous dit « Il est temps que les survivantes brisent le silence, mais surtout, il est temps que le monde écoute leur voix. » Merci.